Donc, dans ce second enregistrement, nous allons revenir sur certaines des notions que nous avons abordées dans les TP 3 et 4 et qui traitent de l'utilisation des boîtes de dialogue pour personnaliser un peu l'interaction avec l'utilisateur. Donc, si j'ouvre Android Studio, je vais y aller. La première chose qui vous a été démontrée dans le document Théo, et je vais y apporter des variations ici, c'est la manière de créer un dialogue qui est l'équivalent d'un message box, un peu si on veut, en .NET. Jusqu'à présent, ce ne sont que les toasts qu'on utilisait, mais un toast, c'est pas le meilleur moyen d'interagir avec l'utilisateur, surtout que le toast, il disparaît automatiquement tout seul. Donc, je vais y aller. Ce qu'on vous a appris à faire dans ce document, Théo, c'est utiliser un alert dialog. Donc, quoi? Ah non. Donc, je vais prendre un alert dialog et je vais prendre un alert dialog builder. Donc, il y a une classe qui me permet de construire un alert dialog. Et dans le document Théo, j'y vais avec ce qu'on appelle des appels en chaîne. Mais ici, je vais prendre la peine de séparer les appels en plusieurs lignes. Donc, je vais créer ma variable, je vais l'appeler ALTB, pour Alert Dialog Builder, égale. Donc, Alert Dialog, donc, New Alert Dialog Builder, et on lui passe en paramètre le contexte. Donc, à partir de là, je serai capable de faire point et de continuer à faire des appels chaînés. Mais pour que ce soit plus clair, il faut réaliser que lorsqu'on construit un objet comme celui-là, on est capable par la suite tout simplement de réutiliser le nom de variable et de continuer à avoir accès aux différentes méthodes getter et setter. Les classes Java permettent de faire des appels en chaîne comme ceci, comme les appels auxquels vous êtes habitués en jQuery. C'est le même concept. Mais on va y aller de cette manière-ci pour aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on peut faire avec un alert dialog, c'est, attention à vos micros s'il vous plaît, c'est leur donner un titre. Donc, je vais y aller ici avec set title. Donc, ici, j'ai plusieurs choix. Mon titre peut venir ici d'une string que j'écris moi-même ou je peux me créer un fichier de ressources dans lequel mes balises XML encapsulent le texte que je veux charger comme titre. Ça, c'est intéressant quand je fais une application qui doit fonctionner dans plusieurs langues, par exemple. Donc, je pourrais avoir une ressource avec un ID qui me charge le texte en français, une autre le texte en anglais, etc., etc. Donc, moi, je vais y aller ici et je vais juste écrire des mots, alerte, dialogue. Donc, jusque-là, c'est pas très différent de ce qu'il y a dans le document de cours. La seule différence, c'est que je n'ai pas chaîné mes appels. Donc, de la même façon, mon alert dialog builder ici, après lui avoir donné un titre, on peut set ce que vous avez appris comme étant son message. Donc, encore une fois, mon message, il peut venir d'une ressource, d'un fichier XML que je crée dans mon dossier de ressources ici, ou ça peut être une string tout simplement. Encore une fois, voici mon message. Donc, assez simple. Et un alert dialog, à la base, peut avoir jusqu'à 3 boutons. Donc, un bouton pour une réponse positive, un bouton pour une réponse négative, un bouton pour une réponse qu'on dit neutral. Donc, oui, non, peut-être. Et ils sont assez faciles à rajouter, ces boutons, puisque on va sur notre alert dialog.set positive button, c'est pour le bouton positif. Set negative button, c'est pour le bouton négatif. Et set neutral bouton, c'est pour le bouton neutre. Chacun de ces boutons peut avoir son propre click listener qui nous permet de déterminer quelle est l'action qu'on va prendre si on clique sur tel ou tel ou tel bouton. Donc, je vais rajouter les 3 boutons. Je crois que dans le document Théo que j'ai écrit pour vous, je ne l'avais fait que pour un. Donc,
On peut prendre en paramètre, encore une fois, une string qu'on écrit nous-mêmes ou s'inspirer, aller récupérer du texte dans une ressource XML qu'on a définie dans le dossier REST. Donc, moi, ici, je vais juste mettre OK, c'est ce qui va apparaître sur ce bouton. Et ensuite, je vais déclarer un new. Voilà. Voici la méthode qui est override à l'intérieur de laquelle je peux traiter mon bouton. Donc, je vais faire la même chose 2 autres fois. Donc, mettons-nous un peu d'espace. Donc, c'est exactement le même code qu'il y a dans le document, sauf que ici, au lieu de faire des appels chaînés, encore une fois, j'espace le tout. Je pourrais mettre tout ça dans une fonction en réalité qui serait plus bas dans ma classe, juste ici, et que j'appellerais chaque fois que je voudrais afficher cette boîte de dialogue. Donc, altb.set negative button. Donc, OK, je vais mettre non, no, et encore une fois, un new on click listener, c'est réglé, point virgule. Je vais changer le OK ici pour un yes. Et le dernier est mon ALTB, altb.set .set neutral, donc le bouton neutre. Je vais mettre maybe, donc peut-être. Et on va aller avec un new. Avec un new on click listener. Voilà, point virgule. Et juste pour. C'est bon. Donc, si je lance, non. Donc, j'ai créé, je suis en train de créer mon alert dialog. C'est pour ça que ça s'appelle un builder, mais il n'existe pas encore. Donc, maintenant, je vais avoir un alert dialog que je vais appeler A, alerte, égale. Et je vais prendre mon altb.create. Donc, c'est la méthode create. Si on regarde bien, je vais aller peut-être un peu rapidement. .create, regardez, create me retourne un alert dialog, alors que le alert dialog builder me permettait tout simplement de configurer, de créer ma boîte, mon message box en réalité. Donc, .create. Et une fois qu'il est créé, maintenant, je peux faire un alert.show, parce qu'un peu comme un toast, ben, on le crée, mais si on ne lui demande pas de se montrer, il n'apparaît pas. Donc, vous voyez que ben, c'est assez simple, en fait, comme séquence, et aucune de ces sections n'est obligatoire. Je ne suis pas obligé de mettre de message. Je ne suis pas obligé de mettre de boutons positifs. Commençons par exécuter. Parfait, dans notre téléphone virtuel, et regardons ce que ça va donner dans l'interface. Donc, si tout va bien dans le meilleur des mondes, et voilà. Donc, j'ai mon bouton Maybe, j'ai mon bouton No, j'ai mon bouton Yes, j'ai mon titre, j'ai mon message. Si je m'amuse à venir effacer la partie pour le bouton neutre et que je recompile, ben, évidemment, on s'attend à ce que la partie du bouton neutre disparaisse. Si j'ai envie de me débarrasser du message, c'est tout à fait possible. Donc, allons-y. Je vais mettre cette partie en commentaire. Et voilà, on va se trouver avec un alert dialog qui n'a qu'un titre de bouton, mais pas de contenu principal. Donc, c'est tout à fait reconfigurable. Maintenant, OK, c'est intéressant, mais très souvent, on a besoin de poser des questions qui ont plus que oui et non. On aimerait peut-être afficher dans notre
alert dialog une liste de choix, au lieu d'être contraint à utiliser un list view seulement pour afficher de l'information. Donc, si vous le permettez, je vais modifier un peu le code qui se trouve ici. Je vais laisser les deux boutons parce qu'ils ne me dérangent pas, mais regardez bien ce que je vais rajouter. Donc, je vais venir, tiens, quelque part ici, et je vais créer un tableau de string. Donc, string, voilà, liste de noms. Donc, disons que j'avais une application dans laquelle j'aimerais que l'utilisateur choisisse un nom parmi une liste de noms, mais je n'ai pas envie de le rediriger vers une autre activité avec un list view. Donc, je peux m'arranger pour afficher dans un alert dialog, un peu comme on le ferait avec un modal en Bootstrap, ben, une petite boîte de dialogue dans laquelle les différents noms apparaîtraient. Donc, liste nom égale, et on va initialiser rapidement notre fameux tableau. Jerry, Madame, OK, ça devrait être bon. Donc, j'ai mon tableau et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir tout simplement n'importe où après la création de mon alert builder et je vais utiliser alertbuilder.set et on a ici 7 items. Donc, j'aurais pu encore une fois, on le voit ici dans les deux signatures qui s'offrent à moi, celle-ci et celle-ci, que je peux passer en paramètre un tableau d'items et on a un click listener qui est appelé et qui nous retourne la position de l'item qui a été cliqué, ou ici, je pourrais, dans mon dossier ressources, créer un fichier XML qui contiendrait les différents éléments devant être insérés dans mon tableau. Présentement, je vais avec 7 items parce que j'ai un tableau statique, mais si j'avais un tableau dynamique qui devait recevoir des informations variables de la base de données, on a aussi la méthode setAdapter qui est intéressante et que je vous encourage à tester. Donc, moi, je vais y aller comme ceci. Donc, ce que je vais passer en paramètre, c'est mon fameux tableau que j'ai appelé liste de noms, virgule, new on-click listener. Donc, on voit que qu'est-ce que je reçois en paramètre? Donc, je reçois la variable which ici, qui est un integer, qui correspond à la position de l'élément qui a été cliqué dans la boîte de dialogue. Et cette position correspond à la position de cet élément dans mon tableau ici. Donc, je serai capable de récupérer, d'utiliser, d'effacer l'information qui aurait été sélectionnée. Donc, si je relance l'application, pendant quelques instants, voici ma fameuse liste. J'ai toujours le bouton No et le bouton Yes parce que je les ai laissés déclarer. Chose importante ici, on ne peut pas à la fois avoir un message et une liste. Donc, soit j'ai le message que j'ai mis en commentaire ici tout à l'heure, ou soit j'ai la liste. Le problème avec cette liste, c'est qu'elle est non persistante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que je clique dessus, la liste disparaît. Donc, pour prouver qu'on est bel et bien capable de récupérer les éléments qui sont cochés dans la liste, je vais aller de manière simple encore une fois. Je vais exploiter un toast ici. Donc, allons-y comme ceci. On n'oublie pas, c'est une liste de strings. Donc, dans mon toast.makeText ici, ici, le mot-clé this, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que je suis à l'intérieur d'un objet de type dialog interface onClick. Pourtant, un toast, ça prend le contexte. Donc, on peut utiliser à la place get application context. Et ici, on va aller chercher liste de noms. Et avec les crochets, on va passer la variable which
et on va spécifier le temps d'affichage de notre toast. Donc, toast.length long, voilà, point show, point virgule, on devrait être en business. Donc, je lance le tout. Donc, maintenant, si je clique sur n'importe quel élément là-dedans, c'est Aya par exemple, on voit un toast qui apparaît avec cette information, mais dès qu'on clique sur un des éléments de notre liste dans la boîte de dialogue, dans le alert dialogue, la liste disparaît. Qu'est-ce qui se passe si j'aimerais avoir une liste qui, malgré le fait que je clique, reste affichée de manière permanente à l'écran? Donc, on va attaquer une autre variation ici. Je vais garder le même tableau, mais je vais, si vous le permettez, mettre en commentaire ceci. Donc, de là jusque là. Et je vais venir présenter un autre setter de la classe Alert Dialog Builder. Donc, ALDB, point. On va plutôt y aller avec un set single choice item. Donc, cette single choice item, je peux passer, j'ai plusieurs surcharges de cette méthode. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci où je peux passer un tableau, je peux passer une valeur qui représente quel item doit être sélectionné par défaut et override une méthode qui me permet de réagir quand on clique sur un item. Donc, si je choisis ceci, donc je vais passer ma fameuse liste de noms, virgule. Si je passe 2, donc 0, 1, 2, c'est Aya qui va être coché par défaut. Ben, coché, c'est une sélection unique. Donc, ce sont des boutons radio qui vont apparaître à côté de chaque item dans ma liste. Et virgule, le dernier paramètre, donc un new, on click, un new, excusez-moi, new, on click, listener, voilà. Et donc, est-ce qu'il manque le point virgule? Super. Si je relance l'application et que je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe, on devrait voir la même liste que tout à l'heure, mais voilà, avec des boutons radio, ce qui fait que j'ai une sélection unique. Évidemment, avec cette interface, je n'ai plus besoin des boutons Yes, No, puisque dès que je clique ici sur un bouton, ben, l'élément qui a été sélectionné, si on regarde ici dans la signature de la méthode, encore une fois, m'est retourné. Donc, si je reprends le code qui était ici et que je viens le placer là, ça va, relançons l'application, mais on voit qu'on n'a pas vraiment besoin d'utiliser nos boutons positifs, négatifs ou neutral. Pourquoi? Parce que dès qu'on sélectionne un élément, ben, on est capable, dès qu'on sélectionne un des boutons radio ici, on est capable de récupérer dans la méthode override ben, la string correspondant dans notre tableau et donc de l'insérer dans une base de données, de faire ce qu'on veut avec en réalité. Donc, si j'appuie sur Jerry, voici mon toast. Sur Adam, voici mon toast. Voici mon toast. Voici mon toast. Évidemment, si j'appuie sur Yes ou No, là, ça se ferme. Pourquoi? Parce qu'on tombe on tombe soit ici et soit ici. Oups, on tombe soit ici ou dans le bouton positif ou le bouton négatif. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, je peux vouloir faire une sélection unique. En fait, entre utiliser cet item, comme j'ai fait tout à l'heure, et utiliser cette single choice item, la bonne pratique de programmation veut plutôt qu'on utilise cette single choice item. Juste parce que quand on clique,
si jamais on s'est trompé, on peut modifier notre choix. Alors qu'avec 7 items, dès qu'on clique, la boîte de dialogue et les choix et la liste disparaissent. C'est aussi beaucoup moins lourd que faire apparaître un liste vue complet, par exemple, dans une autre activité, quand ce sont des choix simples qu'on a à faire. Je peux aussi avoir besoin de faire apparaître une liste dans laquelle je veux que l'utilisateur puisse faire des choix multiples. Donc, encore une fois, ce que je vais faire ici, je vais mettre en commentaire ceci. Jusque là. Parfait. Et on va plutôt venir exploiter altb.set multiple choice item. Donc, je répète, je peux travailler tant avec des tableaux que des array lists. Moi, je préfère y aller avec des tableaux pour mes exemples. Donc, encore, voici ma liste de noms. Je peux choisir quel élément, excusez-moi. Donc, oups, pourquoi ma signature disparaît? Donc, on voit selon la signature que je peux ensuite oui, donc j'ai spécifié le tableau. Je peux ensuite spécifier avec un tableau de booléens lequel ou lesquels des items sont cochés par défaut ou non. Et ensuite, override une méthode qui me permet de réagir lorsqu'on clique sur un des items. Donc, ce que je vais faire ici, je crois que je peux mettre nul, virgule, new, on click multiple choice listener. Voilà, point virgule. Donc, en mettant nul ici, ce qui va se passer, c'est que par défaut, aucun des éléments ne devrait être coché à l'affichage de départ. Si je ne me suis pas trompé. Et voilà, ça va. Et maintenant, je peux donc venir choisir plusieurs éléments à la fois. Et chaque fois que je clique sur un élément, en fait, je tombe dans cette méthode. Donc, l'idée serait ici, si je clique sur un élément, ben, je récupère le texte et je l'insère dans une array list que j'ai déclarée de manière globale. Je clique sur un second élément, je l'insère aussi dans mon array list. Donc, voilà une autre variante du Alert Dialog. Et la seule manière de fermer la boîte de dialogue, c'est de cliquer à l'extérieur de la boîte de dialogue ou sur le bouton positive, négative ou neutral. Ce n'est pas fini. Vous pouvez voir qu'avec une seule classe, on peut faire énormément de choses. Et comme je vous dis souvent, je ne vais pas toujours m'amuser à démontrer avec vous tous les setters, toutes les fonctionnalités. Je vous encourageais à quelques reprises à prendre l'habitude d'aller regarder sur le site d'Android Developer les différents setters, getters, les différents exemples, les différentes ressources par rapport au type de données qu'on présente en cours pour vous familiariser, pour aller un peu plus loin que ce qu'on démontre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un Alert Dialog? On peut aussi personnaliser l'interface usager d'un Alert Dialog. Donc, afficher une liste avec des boutons radio, une liste avec des checkbox pour une sélection multiple, afficher des boutons, afficher un message, c'est intéressant, mais des fois, on veut personnaliser l'interface usager. Ce qui a été démontré, si je ne me trompe pas, dans le document Théo de cours, mais je ne l'avais pas fait en vidéo, donc je vais profiter du fait qu'on parle des Alert Dialog pour le faire ici aussi. Bon, on va peut-être faire un peu de ménage. Bon, disons que je n'ai plus tellement besoin de mes boutons positifs et négatifs. Donc, je vais m'en débarrasser. Donc, si je voulais l'équivalent vraiment d'un modal Bootstrap, donc une fenêtre qui arrive en premier plan et qui représente, par exemple, un petit formulaire. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller dans mon dossier de ressources, dans les layouts, je vais rajouter un nouveau fichier de ressources et je vais l'appeler dialog
dialog layout. Tiens, ça va, on fait OK. Je vais basculer en texte. Comme à mon habitude, je vais changer ceci pour un relative layout, mais c'est mon choix personnel. Donc, à l'intérieur, pour faire ça simple, je vais mettre un linear layout vertical. Et dans ce linear layout vertical, je vais venir mettre un premier... OK. Donc, un premier texte. Bon. Plain text, suivi de quoi? Suivi de password, suivi de quoi? Suivi d'un bouton. Donc, ce que je fais, c'est comme si dans un modal, j'avais une fenêtre de login. Ça va? Une petite fenêtre de login qui apparaîtrait. Si je repasse en mode texte, je vais juste venir ici. OK. Donc, je vais juste venir ici faire le height. On va modifier le height pour wrap content. Donc, voilà. Wrap content. Voilà. Donc, j'ai mon fichier de ressources. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce fichier de ressources? Je vais, pour lequel vous constatez que chacun des éléments se trouvant à l'intérieur a son ID. Donc, je vais retourner dans mon activité et dans cette activité, je vais encore une fois utiliser un autre setter. Donc, je vais faire altb.set, mais cette fois-ci, set view. Et donc, j'ai deux choix. Parce qu'une vue comme un bouton et des textes, ce sont des classes Java. Donc, je pourrais créer un objet de type edit text et le passer en paramètre, mais une vue peut aussi être représentée par un fichier de layout. Donc, c'est cette signature-ci que je vais choisir. Et je vais donc aller chercher r.layout. Et j'ai mon dialog layout qui se trouve juste ici. Et si on lance l'application, vous ne serez pas trop surpris, je crois, du résultat. Donc, laissons le temps de compiler. Parfait. Et donc, voici mon alert dialog qui est personnalisé. J'aurais pu rajouter là-dedans des boutons, des checkbox, des sliders. J'aurais même pu rajouter un list view. Je peux faire ce que je veux à l'intérieur, mais le fait de personnaliser vos alertes dialogue des différentes manières que je viens de vous démontrer rend votre application beaucoup plus professionnelle. Et une fois qu'on a vu ces notions dans le TP3 et dans le TP4, si je ne me trompe pas, le TP4 lui parlait des menus, je m'attends à ce que vous les utilisiez dans vos applications à venir sans que je sois obligé de le mentionner. Je vais montrer deux derniers petits trucs qui n'étaient pas dans le TP3 et le TP4, mais qui sont aussi intéressants en termes on a la classe parent dialogue à partir de laquelle on a hérité pour créer les alert dialogue, les date picker dialogue et les time picker dialogue, qui sont les trois types de dialogue vraiment qu'on utilise beaucoup en Android. Évidemment, il y a d'autres sous-types, mais si on maîtrise ces trois principaux, on peut faire des choses relativement intéressantes. Donc, ça va être ma dernière modification ici, si vous permettez. Avant de prendre une petite pause et de passer en support pour voir les présentations de ceux qui ne m'auraient pas encore présenté leur labo de la semaine dernière. En gardant en tête que demain, j'avance sur de la nouvelle matière. Demain, je prendrai le temps aussi de faire un petit retour sur les menus avant d'attaquer
les prochains sujets qui vont nous amener à notre prochain TP/prochain laboratoire. Donc, allons-y. Je vais créer ici un objet de type calendrier. Ça va? Donc, je vais créer un calendrier ici. C égale calendar.getInstance. Donc, ça initialise un calendrier. Et un calendrier, je peux m'en servir pour récupérer l'heure, les minutes, l'année, la journée de la semaine, le jour, le mois, etc., etc. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut faire apparaître ce qu'on appelle un date picker ou un date picker dialog ou un time picker dialog, l'équivalent des time pickers en .NET, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer ici quelques integers. Un integer, tiens, y pour l'année, et je vais l'initialiser avec c.get calendar. Et ici, j'ai plusieurs constantes qui me retournent l'information qui m'intéresse. Donc, l'année, si je tape Y, calendar, voilà, year, juste ici. Et ensuite, je vais taper mois, M pour mois, donc c'est .get, on ouvre, encore une fois, calendar. On va aller chercher month et int, je vais taper D pour la journée, c.get fois C majuscule, calendar. Et je vais aller chercher day of the month. Ça va, la journée du mois. Donc, maintenant que j'ai récupéré ces valeurs, je vais vouloir les afficher dans un date picker dialog qui va permettre à l'utilisateur, parce que mon date picker dialog, je veux qu'il s'affiche avec la date courante. Et à partir de là, mon utilisateur va pouvoir avancer dans le temps ou reculer dans le temps pour me fournir une date que je vais insérer dans ma base de données utilisée pour faire des calculs, etc., etc. Donc, on va y aller comme ceci. On va créer un date picker dialog. Donc, un date picker dialog, je vais l'appeler DP pour date picker, égale new date picker dialog. Et si on regarde bien sa signature, si Android Studio veut coopérer, parfait. Donc, j'ai plusieurs constructeurs. Moi, le constructeur qui va m'intéresser ici, c'est le troisième. Donc, je fournis le contexte de mon application. Je fournis une méthode qui va me permettre de répondre à la sélection, à la fin de la sélection de date que l'utilisateur va faire. Et je fournis ici la date par défaut qui va s'afficher. Donc, on va passer 10, virgule, on va passer un new dataset listener. Parfait. Point virgule ici. Et ici, on est toujours dans notre fameuse signature de cette méthode à laquelle on va passer l'année, à laquelle on va passer le mois, à laquelle on va passer le jour. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et donc, on a fini ici de construire notre fameux picker. Donc, ici, date picker. Donc, date, ah là là, date picker et non date picker dialog. Ici, je vais l'appeler, tiens, D égale,
mon date picker dialog point create. Donc, à partir du date picker dialog, je crée un date picker. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? Ah, OK. Donc, D1. Oh, j'ai fait quoi? Ah, OK. Je me suis trompé de séquence. Donc, on crée. Une fois que c'est créé, donc un dp.show, tout simplement. Donc, on voit que c'est assez similaire avec une petite variation à ce qu'on faisait pour le alert dialog. Et si je lance mon application, remarquez 2020-07-13. Donc, si tout a été fait dans les règles de l'art, et voilà. Donc, on est lundi, le 13 juillet. Le 13 juillet 2020. Et donc, si je choisis une date ici en avançant longtemps ou en reculant, quand je fais OK, ben, je tomberai où? Je tomberai automatiquement ici. Voilà. Et je tomberai ici en récupérant l'année, le mois et le jour correspondant. D'ailleurs, faisons un petit test avec un toast, juste pour prouver. Donc, post.makeText, encore une fois, get application context, et juste rapidement, pour prouver que ça marche, on va faire un string.value of, et allons chercher juste la journée du mois. Ça va? Donc, day of the month, et on va l'afficher avec un toast.length long.show point virgule. Donc, je vais relancer le tout. Voilà. Et donc, si je tape le 15 ici maintenant et que je fais onset date, OK, voilà, le 15 a apparu. Ça va? Et donc, si je relance mon application, et que je vais plutôt chercher le premier, on voit que le premier apparaît. Donc, on aurait pu ici récupérer les informations de notre datetime picker et avec les techniques qu'on a vues dans le laboratoire 2, l'envoyer à travers un post ou un get à un script PHP qui, lui, l'aurait inséré dans une base de données, par exemple, au niveau de la date de création d'une nouvelle activité ou la date d'inscription à une nouvelle activité. Donc, c'est des choses intéressantes qu'à partir de maintenant, vous allez être capable de rajouter à vos applications mobiles. Et la dernière chose que je voulais démontrer aujourd'hui, donc, je vais laisser mon calendrier et je vais mettre ceci en commentaire. Donc, ceci, cela et ceci et cela. Et je vais réutiliser mon calendrier pour, encore une fois, venir initialiser des integers, mais cette fois-ci, je vais prendre H pour l'heure. Donc, avec un c.get et calendar. H. Hour of the day ou hours. Donc, hours of the day. Et encore une fois, in, on va prendre M pour les minutes. Donc, c.get calendar. Et on va aller chercher minutes, point virgule. Donc, maintenant que c'est fait, on va, au lieu de prendre un date picker dialog,
on va plutôt prendre un time picker dialog. Je vais l'appeler TP égale new time picker dialog. Et si on regarde sa signature encore une fois, donc on voit que on a deux signatures possibles. C'est la première qui va m'intéresser, où je vais passer un voyant. Le contexte, je vais avoir une méthode override qui va me permettre de répondre à la sélection du temps et je vais passer l'heure par défaut que je veux afficher, la minute par défaut que je veux afficher et est-ce que je veux un affichage sur 24 heures ou non. Donc, allons-y. On va passer this. Ensuite, on va faire un new on time picker on time set listener. Voilà. On va venir mettre notre point virgule tout de suite et on va venir passer l'heure et la minute de départ suivi de true parce que je veux un affichage 24 heures. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire notre time picker dialog Ah, d'accord, je suis sorti. Bon, time picker dialog create. Et pour finir, mon time picker dialog show. Et si on relance le tout, voilà. Donc, par défaut, si on regarde sur mon ordinateur, il est 2h12 PM, donc 14h11 au moment où l'information a été récupérée. Et maintenant, je peux venir ici, sélectionner l'heure qui m'intéresse. Et si j'appuie sur OK, ben on s'entend que c'est ici, à l'intérieur de cette méthode, qu'on va récupérer cette information. Donc, je vous encourage à revoir cette démonstration d'aujourd'hui à tête reposée, à repratiquer ces manipulations, mais plus encore, je vous encourage fortement, et je vais vous le remontrer encore une fois, à garder le site de Android Developer dans vos liens utiles et chaque fois qu'on présente une nouvelle classe ou une nouvelle fonctionnalité ici en classe, ben, prenez la peine d'aller un peu plus loin que seulement ce qu'on demande et aller lire un peu ce qui se passe là-dedans. C'est traduit dans toutes les langues intéressantes sur cette terre pour les développeurs. Ça va, donc je vais arrêter ma démonstration là pour aujourd'hui. Donc je vais stopper l'enregistrement